Bonjour à tous, merci d'être présents, de vous être rendus disponibles pour un nouveau webinaire de la FPBN et donc plus spécialement un nouveau webinaire de la section neuropsychopharmacologie. Alors aujourd'hui on a choisi un nouveau thème qui nous permet de nous rapprocher d'une autre association que la nôtre, que la FPBN, donc la SF3PA, Société francophone de psychogériatrie et de psychiatrie de la personne âgée. Ce qui nous permet, comme vous l'aurez deviné, d'aborder un thème en lien avec la psychiatrie de la personne âgée. Et donc, on a choisi prévention de iatrogénie médicamenteuse en psychiatrie de la personne âgée. On le sait, c'est une thématique éminemment importante avec des ramifications de plus en plus importantes dans le quotidien en lien avec l'augmentation de la proportion de personnes âgées au sens large et y compris pris en charge en psychogériatrie. Alors, pour présenter un petit peu les choses sur la FPBN. Pour y revenir, vous le savez, vous avez la possibilité de devenir membre de la FPBN, donc on vous y engage vivement, vous avez la possibilité de vous rendre sur le site, et donc vous verrez à quel point c'est facile, vous pouvez vous inscrire et faire votre paiement en ligne pour être à jour de cotisation. J'en profite également pour vous dire que la FPBN sera présente au Congrès français de psychiatrie à Lyon, qui a lieu très prochainement, donc dans moins d'un mois maintenant. Vous aurez notamment les 12 travaux de la FPBN qui seront présentés si ça vous intéresse. Et puis pour en arriver à notre à notre webinaire de manière concrète, vous savez justement que vous avez le chat si vous souhaitez poser des questions. Alors en fait, vous avez un onglet qui est prévu à cet effet. Donc vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau pendant les interventions, bien évidemment. Et donc ça, c'est un onglet qui se situe en bas à droite sur votre écran. Parce qu'on sait que quelquefois des gens nous demandent comment y accéder, comment poser des questions. C'est par ce biais, c'est par cet onglet-là. Donc voilà, je laisse la parole à Antoine Hirondi pour vous présenter de manière concrète qui va intervenir, même si c'est sans surprise. Merci Hervé. Alors donc aujourd'hui on va avoir deux intervenants. Une première présentation sera sur les prescriptions potentiellement inappropriées au cours des hospitalisations en psychiatrie de la personne âgée et comment diminuer la iatrogénie sans perdre en pertinence clinique. Et ça sera le docteur Samuel Bulto qui est psychiatre de la personne âgée à Nantes et qui s'occupe d'une partie de psychopharmacologie et également de neurostimulation. Et la deuxième intervention seront les effets anticholinergiques évalués et adaptés. Et là, ça sera Hervé Javelot qui fera la présentation. Alors, Hervé est pharmacien hospitalier à Strasbourg et responsable du Centre ressources et d'expertise en psychopharmacologie. Donc, on va vous laisser avec Samuel pour la première présentation. Merci beaucoup pour cette introduction et cette invitation. Antoine et Hervé, tous les organisateurs de la FPBN. Je suis psychiatre adulte et de la personne âgée. Alors, je suis pas pharmacien ni pharmacologue, je suis un clinicien, mais on va aujourd'hui essayer d'évoquer en fait quand même certains critères qui ont été élaborés en gériatrie avec l'aide des pharmaciens, des pharmacologues pour essayer de diminuer la iatrogénie. Puis on va discuter, essayer de nuancer un petit peu nos pratiques au quotidien pour je dirais, adresser cette question qui est très importante puisque la population vieillit on aura sans doute un patient sur 3 de nos filles actives entre 2040 et 2050 à traiter. Et donc, il faut se préparer à ces challenges. Évidemment, tant qu'il y a de la personne âgée, je ne vais pas me centrer que sur le médicament, parce qu'une bonne prescription, c'est aussi une prescription qui s'inscrit dans une évaluation globale du patient. Donc, quelques rappels, mais parfois on peut diminuer ou déprescrire, donc diminuer la iatrogénie en déprescrivant en tenant compte quand même des aspects de bien-être, de santé physique, de capital social, de mode de vie, d'adaptation au stress et stratégie de coping avec des approches non médicamenteuses. Mais évidemment, les médicaments sont essentiels dans les formes sévères des troubles. Et donc, il y a des effets indésirables qui peuvent être évitables ou inévitables. On va parler finalement plus particulièrement de prescriptions potentiellement inappropriées, mais il y a d'autres causes, je dirais, de iatrogénie, c'est la polymédication et puis les interactions médicamenteuses. Mais on va faire un focus sur les PPI. On va parler des sujets de plus de 75 ans ou de plus de 65 ans avec polypathologie, à savoir plus de 2 pathologies chroniques. Et je vous recommande, en guise d'introduction, évidemment, pour bien prescrire, de vous reporter en tout premier lieu aux recommandations HAS, aux guidelines internationales, aux méta-analyses et systématiques review, aux travaux des sociétés savantes, et pouvoir vous appuyer sur des algorithmes. Je sais que le Centre ressources de psychiatrie sujet âgé de Corentin-Selton travaille actuellement à l'élaboration d'algorithmes tels que celui-ci. Là, c'est la dépression bipolaire du sujet âgé.
lithium première intention, si contre-indication, plutôt lamotrigine ou kétiapine, éventuellement en association, mais à des doses raisonnables. On va voir tout ça. Mais vous voyez que tout ça s'appuie sur des recommandations et c'est donc la première étape pour pouvoir diminuer la iatrogénie tout en étant efficace et donc pertinent cliniquement. Autre aspect important également, plutôt que de monter les traitements, que de rajouter des médicaments sur l'ordonnance, l'idée c'est bien de voir si les traitements de fond sont à bonne dose et si les délais d'action, la durée est suffisante, a été respectée. Et puis de évaluer et traiter les comorbidités pour avoir un meilleur résultat et peut-être moins de médicaments sur certaines autres comorbidités puisqu'on aura traité l'ensemble de manière plus globale, plus efficace. Il y a bien sûr des éléments, je dirais, de particularité génétique sur la pharmacogénomique, mais donc ça, c'est penser à faire des dosages médicamenteux sur certains traitements pour voir s'il n'y a pas un sur- ou un sous-dosage qui amènerait à demander, par exemple, un phénotypage des cytochromes, et puis checker voilà, s'il n'y a pas des inducteurs ou des inhibiteurs enzymatiques qui vont faire que le patient soit ne répond pas, soit a trop d'effets indésirables. Et puis considérer voilà, les diagnostics différentiels, la psychothérapie. Dans les psychotropes, je dirais, qui ont des risques d'interaction, c'est souvent avec les antidouleurs, les anti-infectieux, les protecteurs gastriques ou les traitements cardiologiques. Donc là, je vous donne des familles de traitements pour lesquels il faut que vous ayez une attention particulière pour aller checker, vérifier. Et pour checker, vérifier, il y a des outils qui existent. Évidemment, le Vidal en tout premier lieu, et c'est lui qui sert de référence en tant que RCP. Donc là, ce que je dirais finalement doit être, je dirais, considéré à l'aune des recommandations et notamment de ce qui est dit dans le RCP du médicament du Vidal qui fait foi et qui reste quand même notre référentiel principal. Et puis il y a des outils sur Internet qui peuvent être intéressants comme pharmacocline.ch, un site Internet suisse qui décrit quels sont les effets de chaque médicament sur chaque cytochrome pour checker ces interactions ou d'autres outils comme Lexicomp, Psychiatrinet, etc. Alors, je vous fais un résumé ici des effets indésirables les plus fréquents en psychiatrie de la personne âgée. Et ça, je dirais que ça couvre à peu près l'ensemble des psychotropes. J'ai recoupé un peu les effets indésirables qu'on peut retrouver dans les différentes classes. Et donc, voici ce à quoi le clinicien doit être particulièrement attentif lorsqu'il reçoit son patient pour évaluer les vulnérabilités, le risque d'hypertension, le risque d'allongement du QT ou trouble du rythme cardiaque, les prises de poids avec le syndrome métabolique, même s'il y en a moins que chez le sujet jeune, chez le sujet âgé, les dyskinésies tardives et les syndromes parkinsoniens. Là, en revanche, il y en a plus chez le sujet âgé que chez le sujet jeune. Les risques d'AVC, d'insuffisance respiratoire et de pneumopathie d'inhalation sur fausse route, les agitations des inhibitions, l'insuffisance hépatique et rénale qui doit faire évaluer nos doses de traitement, et puis bien sûr le risque de sédation, de confusion et de chute qui sont parmi les premières causes d'hospitalisation aux urgences des personnes âgées, notamment avec les benzodiazépines, mais également aussi avec les autres classes. Les troubles digestifs et urinaires, qui peuvent être de l'ordre de la constipation, la rétention d'urine ou autre. Les troubles cognitifs, évidemment. Le risque thromboembolique avec les antipsychotiques, par exemple, qui majorent le risque de thrombose veineuse profonde. L'ostéopénie, par exemple, avec les traitements sérotoninergiques qui majorent le risque d'ostéoporose. L'hyponatrémie avec les ISRS. La leucopénie avec des traitements comme la clozapine, mais aussi parfois, plus rarement, d'autres traitements. Les hémorragies digestives avec les ISRS en cas de présence de lésions préexistantes. L'abaissement du seuil épileptogène quasiment avec tous les psychotropes, hormis évidemment les anticonvulsivants. Et puis les risques de syndrome malin ou de syndrome sérotoninergique en cas de surdosage, puisque ces patients vont éliminer les traitements différemment et avoir un risque d'accumulation plus important. Évidemment, les syndromes de sevrage ou d'addiction, notamment avec les benzodiazépines, qui sont une des classes les plus prescrites. Je vous donne un petit ordre d'idée sur les antipsychotiques, des doses que l'on utilise chez les patients polypathologiques ou vulnérables ou avec des troubles neurodégénératifs associés. Vous voyez que la risperidone, on va être entre 0,5 et 2 mg, l'olanzapine entre 2,5 et 10 mg. Il est recommandé de ne pas aller au-delà de 10 mg avec l'olanzapine, sachant que c'est un traitement qui est assez anticholinergique, le docteur Javelot vous en reparlera. L'aripiprazole entre 1 et 10 mg. Le Soliant entre 100 et 200, kétiapine 50 à 300 et l'Eponex en général. Alors si vous avez un syndrome parkinsonien associé ou un Parkinson associé, on monte en général de 12,5 tous les 3 jours et on atteint des doses comprises entre 25 et 100 mg par exemple. Ce sont des
des exemples, évidemment, il faut voir au cas par cas et encore une fois par rapport au RCP du médicament, mais c'est pour vous dire que déjà, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même registre que les prescriptions chez le sujet adulte sain. Donc pour les antipsychotiques, on considère en général, même si y a une maladie mentale sévère préexistante connue, trouble bipolaire ou schizophrénique, on va être à une demi-dose ou un tiers de dose à 80 ans, par exemple, comparativement à quelqu'un qui aurait 30 ans. Donc, parce qu'on a moins de récepteurs à la dopamine avec l'âge, et donc on peut avoir une aussi bonne efficacité avec un peu moins de dose, mais on baisse très prudemment. Et bien sûr, il faut conserver ces traitements-là au long cours, ne pas les déprescrire indûment non plus. C'est différent dans les troubles de neurocognitifs majeurs, où là, les antipsychotiques vont être utilisés sur des durées brèves de 2 à 3 mois, à dose encore plus faible initialement, et cette prescription doit être évaluée très régulièrement. C'est la risperidone, par exemple dans la maladie d'Alzheimer, qui a l'AMM dans les agitations, l'agressivité. Sur les anticonvulsivants et le Theralite en tant que thymorégulateur, il ne faut pas s'interdire de mettre du Theralite à un patient âgé, mais on va plutôt être sur des doses, vous voyez, comprises entre 1,250 à 90 ans, ou peut-être 500 ou 625 mg au cas par cas, en visant des lithiémies comprises entre 0,4 et 0,7. Donc il ne faut pas diaboliser le lithium à cet âge-là. Il peut être extrêmement efficace et diminuer le risque de réhospitalisation parfois de 4 à 5 dans le trouble bipolaire, mais aussi dans la dépression unipolaire récurrente difficile à traiter, avec évidemment cette surveillance biologique que vous connaissez, à monitorer particulièrement sérieusement, avec des fois des lithiémies même tous les mois au lieu de tous les 3 mois. La lamotrigine est bien tolérée sur le plan neurologique et a une efficacité dans la dépression bipolaire. On va être sur des doses autour de 200 mg par jour, parfois moins, 100 ou 150 chez des patients vraiment très âgés, et on va faire des paliers évidemment très progressifs, 25 donc pendant 15 jours, 50 pendant 15 jours, etc., jusqu'à avoir une posologie efficace. Le Dépakote et le Dépamide, donc valproate, valpromide, peuvent aussi avoir un intérêt, donc évidemment dans le trouble bipolaire, mais parfois en cas d'agressivité, d'agitation, quand les ISRS qu'on donne en première intention dans les maladies neurodégénératives ne suffisent pas à apaiser l'irritabilité ou l'agressivité. Et donc là, on va être sur des doses de 250, 1 à 3 par jour, ou 300, 1 à 3 par jour. C'est à titre indicatif toujours, sachant qu'avec ces molécules, il y a un risque de sédation aussi, et puis de majoration de troubles cognitifs, voire d'encéphalopathie hyperammoniémique sur des terrains de fragilité neurocognitive, donc à manier avec prudence, mais ils peuvent rendre des services dans certains cas. Tegretol, on l'utilise moins, parce qu'il a plus d'effets indésirables, il est inducteur enzymatique également. Sur les antidépresseurs, le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'il faut essayer autant que possible d'avoir une dose efficace, c'est-à-dire la dose minimum du Vidal, y compris chez sujets de 70, 75, 80 voire 85 ans, mais on va les introduire beaucoup plus lentement avec des paliers hebdomadaires de quart de dose très progressive, d'une part, et d'autre part, si le patient a une insuffisance hépatique ou rénale ou un trouble neurologique ou un ECG qui n'est pas parfait, évidemment, on va être sur des doses moindres, et donc il faut checker ces indicateurs somatiques systématiquement avant de prescrire. Mais un sujet de 75-80 ans qui n'aurait pas de comorbidité, qui aurait une dépression sévère, on ne va pas s'interdire de mettre de la venlafaxine, par exemple à 150 mg par jour, sachant que les IRSNA sont en première intention dans la dépression sévère du sujet âgé, les ISRS en première intention dans la dépression tout venant, je dirais, et puis on a bien sûr, par exemple, la mirtazapine, qui est un peu orexigène, qui améliore le sommeil et l'anxiété, qui peut être des fois utilisé en première intention en fonction du profil clinique du patient, en gardant le principe qu'il faut d'abord ne pas nuire et donc des fois savoir attendre avant de prescrire un petit peu en observant le patient, en tenant compte du contexte, je l'ai déjà dit, et puis ensuite éviter les traitements qui ont une demi-vie longue ou plus de risques d'interaction, par exemple la fluoxétine ou la paroxétine, même si c'est pas interdit. On peut des fois préférer la sertraline par exemple, puisqu'il n'y a pas d'adaptation de dose au niveau rénal, qui a une tolérance cardiaque relativement bonne. On évite évidemment les imipraminiques en première intention à cause de leurs effets anticholinergiques. Et donc à proscrire évidemment chez le patient qui a un trouble neurodégénératif puisqu'on est sûr d'induire une confusion dans ces cas-là, mais en cas de dépression résistante, à dose raisonnable et en l'absence de comorbidité, il peut dans certains cas être intéressant de proposer un imipraminique, vraiment sous réserve d'un monitoring cardiaque et général important. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on va définir un peu ce que c'est qu'une prescription inappropriée. C'est soit une surprescription, soit une mauvaise utilisation, soit une sous-prescription du traitement.
Pour ça, il y a des critères qui existent. Donc les critères stop-start et la liste de la Roche, qui finalement est un dérivé des critères de Beers, qui sont d'autres critères internationaux sur les prescriptions potentiellement inappropriées, vont pouvoir être utilisés en contexte français. Donc, je vais vous décrire certains de ces items que vous pouvez mémoriser, essayer d'utiliser dans votre pratique. Dans la littérature internationale, ce sont les critères Beers, Stop Start qui sont les plus utilisés. Les psychotropes sont la deuxième classe la plus concernée par la iatrogénie médicamenteuse et induisent des passages aux urgences excessifs, une baisse de qualité de vie et aussi un déclin fonctionnel tel que ça peut être montré sur des cohortes françaises avec des taux de PPI d'après les critères de Beers en santé mentale sur par exemple 300 sujets chez patients suivis sur le secteur qui peuvent atteindre jusqu'à 70%. Et on va voir que ces données-là sont assez homogènes avec le reste de la littérature internationale. Alors pourquoi c'est très important également? Parce que la prévalence des troubles anxieux et troubles dépressifs sont importants, autour de 10% population générale à domicile, mais des fois jusqu'à 40% en institution. On a 15 à 20% des troubles bipolaires qui apparaissent tardivement après 55 ans. Et on a des patients qui vivent de plus en plus longtemps avec une schizophrénie ou d'autres maladies mentales sévères. Puis on a aussi beaucoup de troubles du sommeil, quasiment un tiers des plus de 60 ans. Alors, les recommandations un peu génériques, c'est de privilégier les molécules à demi-vie courte, à faible charge anticholinergique, celles qui peuvent baisser la tension par rapport au risque de chute et de malaise, donc notamment les tricycliques et les antipsychotiques, mais également les IRSNA ou les ISRS peuvent être concernés parfois dans une moindre mesure, mais il faut l'avoir en tête. Tenir compte des interactions médicamenteuses, par exemple les AVK avec les ISRS, quelque chose d'assez connu, c'est vraiment un exemple, et puis tenir compte des antécédents somatiques. En cas, par exemple, de syndrome métabolique, l'amisupride et l'aripiprazole sont mieux tolérés, il y a moins de risque de perturbation glycémique et de prise de poids. À l'inverse, par exemple, dans les syndromes parkinsoniens, on sait que c'est la kétiapine et la clozapine les mieux tolérés. En cas de problème sur le QT, c'est l'aripiprazole qui est mieux toléré, viendrait peut-être en deuxième position l'olanzapine. Mais vous voyez que pour chaque risque, on a des curseurs sur chaque traitement et que c'est important de les connaître. On va les évoquer au fil de l'eau. Donc sur les critères qui peuvent être retenus en routine, quand vous admettez un de vos patients sur le secteur, c'est de se dire d'abord, est-ce que ma benzodiazépine est à longue demi-vie? Si oui, est-ce que je peux switcher pour une demi-vie courte? Est-ce que ma benzodiazépine est là depuis plus de 4 semaines? Alors, si elle est là depuis 20 ans, 30 ans, on va pas pouvoir beaucoup la toucher. En revanche, si ça fait, je sais pas moi, 1 ou 2 ans que le traitement de fond n'est pas optimal, l'idée, c'est de pouvoir baisser, par exemple, d'un quart de la dose tous les mois pour essayer de viser un arrêt progressif si on peut. Et d'inclure cet arrêt progressif dès la prescription. Par exemple, se dire, je vais le mettre pendant 15 jours en aigu, en hospitalisation, mais à partir de 15 jours, je vais commencer à baisser pour viser un arrêt dans les 4 semaines. Les doses de benzodiazépine doivent être à la demi-dose d'un sujet plus jeune. Par exemple, je vous donne des seuils un petit peu qu'il faudrait essayer de ne pas dépasser idéalement. Alprazolam 2 mg, lorazépam 2 mg, oxazépam 60 mg, et puis zopiclone, par exemple, demi-comprimé au coucher. Donc, on est sur ces ordres d'idées-là. Les insuffisances respiratoires, quand la saturation en oxygène est inférieure à 90%, 89%, c'est à risque je dirais, de décompensation respiratoire, de complications des fois sérieuses. Donc, il faut pouvoir monitorer les patients BPCO avec des pneumopathies pour pouvoir baisser les benzos le cas échéant. Les médicaments à propriété anticholinergique, si on a une fragilité neurocognitive, parce que ces patients se confusionnent beaucoup plus facilement que ceux qui n'ont pas cet antécédent. On proscrit maintenant la Tarax chez le sujet âgé. On évite plus de 2 psychotropes à effet anticholinergique, mais on verra que c'est pas toujours possible. De même que les benzos sur les vies longues ou courtes ou sur la posologie, on verra que c'est pas toujours possible. Mais il faut avoir en tête ces critères pour pouvoir des fois les transgresser au cas par cas en cas de crise suicidaire ou décompensation très très importante. Les ISRS doivent être évités en cas d'hyponatrémie. Donc on va checker le sodium. Et si votre sodium est inférieur à 130 mmol par litre, il faut s'abstenir de mettre un ISRS. On va plutôt proposer en ces cas-là, par exemple, de la mirtazapine si nécessaire. Voilà. Les neuroleptiques phénothiaziniques sont à éviter en préintention. C'est le fameux siamémazine tertian pour insomnie, pour caricaturer un peu, qu'il faut maintenant enlever de nos pratiques parce qu'on peut trouver des alternatives. Dans les cas de maladie Parkinson ou maladie accordée-Lewy, on privilégiera la kétiapine sur des posologies souvent autour de 50, 150, 200 mg et la clozapine, je l'ai dit tout à l'heure. Les médicaments à effet anticholinergique,
pour contrecarrer des symptômes extrapyramidaux induits par les neuroleptiques, pareil à éviter tout ce qui est les lepticure, akinéton, artane, etc. Ça a des effets anticholinergiques, ça un peu pro-confusiogène. L'idée, c'est plutôt de baisser les neuroleptiques quand on le peut, plutôt que de rajouter encore ces molécules sur l'ordonnance. On évite les neuroleptiques pour insomnie, je l'ai déjà dit, sauf évidemment dans le cadre de psychoses difficiles à stabiliser ou de troubles du comportement majeurs avec, je sais pas, vous voyez un patient confus qui a une inversion du rythme nictéméral majeur, on va mettre de la mélatonine en première intention. Si ça ne suffit pas, qu'il y a un risque auto ou hétéro-agressif ou désorganisation du service, on peut mettre un peu d'antipsychotique atypique à petite dose, mais on pensera le déprescrire ensuite pour ne pas induire de surrisque d'AVC, de chute, de morbimortalité, multiplié par 8 avec les antipsychotiques chez les patients qui ont une maladie neurodégénérative, donc on fera attention. Et puis, d'une manière générale, ça doit nous interroger quand il y a 2 psychotropes de la même classe pharmacothérapeutique sur une ordonnance. Mais vous voyez que ces critères sont quand même assez restrictifs, notamment à la présence d'au moins 2 psychotropes d'une même classe, puisqu'on connaît, nous, en tant que psychiatre, des situations où on met 2 psychotropes d'une même classe. On en reparlera juste après. La revue de littérature, finalement, montre que l'évaluation de ces critères Stop, Start et BIRS en population santé mentale et psychiatrique n'est pas si étudié que ça. On a quand même quelques beaux échantillons, par exemple en Inde, aux Pays-Bas ou en Allemagne, assez récemment, qui montrent que ces prescriptions potentiellement inappropriées, ce n'est pas un phénomène français, sont présentes dans les autres pays avec des taux avoisinant les 70-80%. Là, il y a une étude avec que 33% en Allemagne, mais parce que c'était un service avec des critères différents universitaires. Donc nous, on a fait une étude pour voir un peu comment étaient dans les services de psychiatrie ces prescriptions. On voit que c'est les benzos les plus concernés à 90% de PPI. Et puis après, il y a les autres critères que je vous ai énoncés qui sont moins représentés. Donc on a, vous voyez quand même une part non négligeable de PPI. Alors sur les imipraminiques, il y en a de moins en moins. On a un effort à faire quand même sur la siamémazine, par exemple, etc., dans ces populations, mais ça reste vraiment les benzos. Je passe assez vite. Et donc, l'idée, c'était de faire une deuxième étude pour voir, finalement, s'il y avait, dans ces PPI, on dit 80% de mauvaises prescriptions, oh mon Dieu, etc., mais en fait, on arrive à nuancer les choses en voyant que 2/3, finalement, de ces prescriptions peuvent être justifiées soit par la gravité, en fait, du patient, alors des choses qui ne sont pas justifiables, comme un ISRS avec une hyponatrémie, ou ISRS plus IRSNA, c'est pas très judicieux. En revanche, si on a une bithérapie, venlafaxine, mirtazapine pour une dépression sévère résistante, c'est approprié. On trouvait peu ou pas de citalopram avec des QT-non. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont été intégrées par les psychiatres. Sur l'insomnie, là je l'ai dit, il faut quand même faire un effort là-dessus. En revanche, il y a des situations où on peut mettre 2 neuroleptiques. Alors, c'est notamment sur les switches ou sur les maladies psychotiques difficiles à stabiliser ou alors sur la phase aiguë, on va rajouter un peu de loxapine, par exemple 5 à 10 gouttes ou 15 x 3, plus un peu de risperidone dans certains cas, mais c'est temporaire, d'accord ? Par contre, il faudra bien vérifier qu'il n'y a pas de maladie à corde de Lewy, dont je rappelle les prodromes ici, fluctuation de vigilance, hallucination visuelle, sensation de présence, constipation, troubles cognitifs fluctuants, intolérance aux neuroleptiques, hypotension, etc. Donc, si vous avez ces critères-là, faites attention aux neuroleptiques et essayez de bilanter votre patient. Pareil, je passe un peu plus vite en disant que finalement sur les benzodiazépines, il y a des situations où on doit mettre une demi-vie longue, par exemple un trouble anxieux sévère non stabilisable autrement à dose filée. Il y a aussi des questions par rapport au sevrage, etc. ou même où on peut pas des fois faire différemment que de garder la prescription initiale du malade. En revanche, en cas d'insuffisance respiratoire, il faut être particulièrement prudent. Notamment vis-à-vis du risque de chute et de confusion, comme je l'ai dit. Alors, il y a des échelles qui permettent d'évaluer le niveau de dépendance du patient à sa benzo, comme l'échelle ECAB. Mais évidemment, si on a une crise suicidaire, on va tolérer une dose peut-être supérieure à la moitié de la dose chez les jeunes temporairement, en gardant ce référentiel peut-être du lorazépam 2 mg en équivalent pour voir si on ne pourrait pas se rapprocher de cet idéal-là. J'ai bientôt terminé. Vous voyez finalement, pour conclure, que on fait pas si mal en termes de pertinence clinique, mais qu'il y a un tiers des situations où vraiment on pourrait être beaucoup plus scrupuleux sur les recommandations. Et ça justifie un travail collaboratif,
et notamment, je pense, le fait d'inclure les pharmaciens dans nos pratiques, dans des staffs, des réunions pluridisciplinaires et des revues de dossiers régulières. Et puis, on va essayer de travailler un outil au sein de la SF3PA avec des recommandations d'experts pour voir si on ne pourrait pas adapter ces critères de Stop, Start et BIRS à la population psychiatrique en milieu d'hospitalisation temps plein en psychiatrie. Travail work in progress, travail en cours, et on espère pouvoir par la suite aider à contribuer à cet objectif. Je vous remercie de votre attention. Merci Samuel pour ta présentation. Donc, je vais enchaîner avec un aspect des choses que finalement Samuel a déjà abordé, c'est-à-dire les effets anticholinergiques, donc évalués et adaptés. Alors, les effets anticholinergiques, juste pour resituer les choses, on a coutume de dire que c'est quelque chose finalement qu'on connaît, qui est bien identifié, mais on va passer justement un tout petit peu de temps quand même pour repréciser de quoi il s'agit, comment ça émerge, en lien avec quels paramètres pharmacologiques notamment. Alors, ce que vous voyez là représenté, c'est un petit moyen mémotechnique qui est proposé par des pharmacologues anglo-saxons, qu'on va expliciter un peu, parce que présenter comme ça, c'est pas forcément très, très clair. En fait, c'est pour montrer les différents niveaux sur lesquels peuvent se retrouver ces effets anticholinergiques. Donc, vous voyez en haut à gauche, est représenté donc chaud comme un lièvre. Donc là, c'est en lien avec la température, pas avec le côté libidineux. C'est donc une augmentation de la température corporelle. Vous avez sec comme un os, donc ce qui signifie les effets de type bouche sèche, yeux secs, diminution de la production de chaleur, de sueur, pardon, c'est-à-dire globalement une augmentation de la température corporelle. C'est ce que vous voyez, ce qu'on retrouve aussi comme effet avec la rougeur du visage, donc c'est-à-dire rouge comme une betterave. Et en fait, ces trois premiers effets vont un peu dans le même sens. C'est la sécheresse des muqueuses, la diminution de la production de sueur, et donc en fait l'augmentation de la température corporelle qui se manifeste notamment par la rougeur et particulièrement au niveau du visage. Et puis après, il y a d'autres effets qu'on voit, qu'on connaît assez bien aussi, la notion de mydriase, donc aveugle comme une chauve-souris, et puis on va dire le niveau ultime de ce qu'on peut retrouver dans un syndrome atropinique, c'est-à-dire vraiment constitué avec des effets anticholinergiques soutenus, en lien avec une charge anticholinergique elle-même importante, c'est ce qu'on verra après, c'est ce qu'on voit avec fou comme un chapelier, c'est-à-dire la notion de délire atropinique, d'agitation en lien avec un excès d'effets anticholinergiques. Alors, pour expliciter un peu tout ça, on va revenir sur quelques petites choses. La première chose, c'est les effets anticholinergiques et l'aspect physiologique. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que ça émerge? En fait, on sait notre système nerveux, on peut le décomposer en deux. Il y a le système nerveux central et le système nerveux périphérique, ce que vous voyez représenté en haut à gauche. Et lui-même, on peut le redécomposer en deux, entre ce qui est somatique et autonome. Le système nerveux autonome, donc lui, il va reposer sur les neurones à la fois moteurs et sensoriels. Il ne nous intéresse pas trop ici. On va s'intéresser à ce qui est autonome. Et dans ce qui est autonome, on va retrouver nos fonctions automatiques. C'est celles qui fonctionnent, heureusement, sans qu'on ait besoin de s'en soucier. C'est ce qui est associé à l'abord respiratoire, digestif et cardiovasculaire. Et donc, quand on décompose lui-même ce système nerveux autonome, on voit les différents niveaux donc, de subdivision qu'on a sur notre système nerveux, on va avoir le parasympathique, qu'on appelle aussi vagal, et puis l'orthosympathique ou sympathique. Et ce qui les caractérise, c'est que finalement, le parasympathique, donc le vagal, il va avoir un seul type de neurotransmetteur sur lequel, en gros, il s'appuie, qui est libéré au niveau ganglionnaire et au niveau des organes cibles, c'est l'acétylcholine. Tandis qu'au niveau de l'orthosympathique, on va avoir de l'acétylcholine libérée au niveau ganglionnaire, mais de la noradrénaline qui va être libérée au niveau des organes cibles. Et donc, ça va avoir des conséquences dont on va reparler après pour définir ces effets anticholinergiques. Au niveau pharmacologique, on sait que l'acétylcholine va se fixer sur deux grands types de récepteurs, les récepteurs nicotiniques et les récepteurs muscariniques. Alors ces récepteurs, on voit que l'acétylcholine, qui est représentée en premier dans le tableau, elle va se fixer sur l'ensemble de ces récepteurs, qu'ils soient nicotiniques ou muscariniques. Mais par contre, la muscarine, elle va être un agoniste seulement, de manière sélective, d'un certain nombre de récepteurs muscariniques, M1 à M3. Et l'atropine, au contraire, ça va être un antagoniste d'un certain nombre de ces récepteurs, M1 à M3, donc en fait le contraire des effets de la muscarine. Et ça va avoir des conséquences de dénomination, puisqu'en fait, quand on va parler d'effets anticholinergiques, en fait, c'est un réductionnisme, c'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas d'effets anticholinergiques en pratique clinique pour désigner les effets antinicotiniques. Ce qui nous intéresse, c'est les effets antimuscariniques. Ce qui fait que l'effet anticholinergique, tel qu'on l'entend en clinique, c'est un effet antimuscarinique, ou autrement défini atropinique, parce que ça correspond aux effets soit de blocage de la muscarine, soit d'accompagnement dans le même sens que celui de l'atropine, c'est-à-dire un blocage des récepteurs M1 et M3. Une fois qu'on a défini ça, on peut remettre les deux ensemble, c'est-à-dire pour définir un abord pharmacophysiologique, si l'on peut dire. L'acétylcholine, c'est donc notre neurotransmetteur, si l'on veut, exclusif du système parasympathique.
C'est-à-dire que quand on regarde, on reprend le schéma qu'on avait montré tout à l'heure qui est situé au milieu, on a notre acétylcholine qui est libérée au niveau ganglionnaire, mais elle va se fixer sur des récepteurs nicotiniques. Donc les médicaments avec des effets anticholinergiques ne vont pas bloquer ces récepteurs-là. A contrario, ils vont venir bloquer les récepteurs muscariniques qui sont situés au niveau des organes cibles pour le parasympathique. A contrario, l'orthosympathique, le système sympathique, lui ne sera pas touché. Il a de l'acétylcholine qui se libère aussi au niveau ganglionnaire, mais ça va se fixer sur des récepteurs nicotiniques. Et puis, l'adrénaline va se fixer sur des récepteurs de l'adrénaline au niveau des organes cibles. Ce qui fait que les médicaments anticholinergiques, comme c'est précisé à droite sur le schéma, donc nos médicaments antimuscariniques, bloquent de manière sélective le parasympathique. Et comme on a un équilibre entre système parasympathique et système sympathique, il va y avoir un déplacement, une augmentation relative de l'expression finalement du tonus sympathique. C'est ce que vous voyez résumé tout à gauche. Les effets anticholinergiques, autrement dit antimuscariniques ou atropiniques, ce sont des effets parasympatholytiques et autrement dit, c'est un effet de boost du système sympathique. Pour le représenter encore de manière différente, pour que les choses soient claires, parce que quelquefois elles sont quand même un petit peu complexes à aborder dans le détail, on va représenter ici nos deux systèmes mis en perspective avec les organes cibles sur lesquels ça va justement aller agir. Donc vous voyez représenter la pupille, l'impact sur les sécrétions ORL, donc au niveau visuel ou au niveau nasal ou au niveau buccal, l'impact sur le rythme cardiaque, sur le système digestif et puis au niveau de la vessie. Quand on regarde le parasympathique, le parasympathique, son activation va provoquer une myosis, constriction du diamètre pupillaire, des impacts en termes de stimulation des sécrétions qu'on avait présentées avant, donc lacrymale, nasale, salivaire, épipharyngée, et puis plutôt un sens de ralentissement du rythme cardiaque, de stimulation et de sécrétion au niveau du système digestif et de contraction vésicale. Ce qui fait qu'en réalité, si on a des médicaments qui sont justement anticholinergiques ou parasympatholytiques, on va déplacer les choses vers l'expression sympathique, ce qui donne les effets que l'on connaît communément, c'est-à-dire le trouble de la vision lié à une mydriase, la xérophthalmie, la xérostomie et la toux sèche liée à l'inhibition des sécrétions dans la sphère ORL et au niveau visuel, la tachycardie par accélération du rythme cardiaque, la constipation par inhibition des mouvements et des sécrétions digestives, et la rétention urinaire par inhibition de la contraction vésicale. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en réalité, ce qu'on dit effet anticholinergique égale augmentation de l'expression du système nerveux sympathique au détriment du parasympathique, donc des effets parasympatholytiques. Si on essaie de réfléchir maintenant à la manière dont on peut s'adapter, comment est-ce qu'on s'adapte à nos effets anticholinergiques? Alors souvent c'est comme on peut, mais on va essayer de voir pour faire un petit peu mieux que ça. Quand on dit le comme on peut, c'est simplement en général aller prescrire des médicaments qui sont correcteurs des effets qu'on a observés. C'est typiquement les médicaments, comme vous voyez apparaître, sulfarlem et Equasial, nos médicaments correcteurs de l'hypocialie, nos médicaments correcteurs de la sécheresse au niveau lacrymal, et puis très souvent les médicaments de la constipation, puisqu'en fait c'est très souvent le premier effet qui se manifeste de manière la plus importante face aux effets anticholinergiques, personnes âgées comme sujets jeunes confondus. Et puis on a l'autre effet, qui lui n'est pas un effet périphérique mais central, c'est l'impact en termes de cognition, donc au niveau de la mémoire, au niveau de l'attention, qui va pouvoir être lié à ces effets anticholinergiques. Alors quand on réfléchit à la charge anticholinergique finalement, qu'est-ce que c'est? Ça va être, on va raisonner en fait sur la prescription d'une personne. On va regarder le nombre de lignes de prescription et pour chaque ligne, pour chaque médicament, pour chaque substance qui va être utilisée, on peut définir une puissance de l'effet anticholinergique porté par cette substance. Et ce qu'on va appeler la charge anticholinergique, c'est la sommation, c'est-à-dire en fait l'ensemble des puissances anticholinergiques portées par chaque ligne de prescription. Et on va faire une somme pour définir ce qu'on appelle la charge anticholinergique. C'est ce qu'on va avoir après, c'est cette manière qu'on va avoir de coter avec les échelles. Alors, quand on aborde cette charge anticholinergique, il y a deux façons de voir les choses. On a des effets anticholinergiques qui sont connus pour certains médicaments. Par exemple, tout à l'heure, Samuel vous a parlé notamment du Lepticure, on a parlé du Tertian. C'est des médicaments qu'on connaît bien, on sait qu'ils sont anticholinergiques, donc on sait qu'ils peuvent avoir un impact tel qu'on l'avait décrit précédemment. Mais il y a d'autres traitements pour lesquels l'identification est moins claire. Ils vont avoir des effets anticholinergiques plutôt modérés, plutôt faibles. Et l'intérêt, en fait, d'avoir des échelles d'évaluation, c'est justement de pouvoir évaluer chacun de ces traitements pour se rendre compte de la charge anticholinergique pour un patient donné. C'est la raison du développement des échelles. Alors ces échelles, quand elles sont développées, elles sont faites de façon assez élémentaire dans la majorité des cas, c'est-à-dire qu'on va avoir des cotations de 0 à 3, c'est assez intuitif. 0 par défaut, ça veut dire qu'on n'a pas d'effet anticholinergique, et puis progressivement, plus on monte, plus ça veut dire que la charge anticholinergique du médicament est censément importante. 1, c'est faible, 2, c'est modéré, et puis 3, ce serait une charge anticholinergique forte. Quelles sont les échelles qui existent au niveau international? Il en existe à peu près une dizaine, et on a deux synthèses, alors récentes, c'est relatif, vous en avez une qui date d'il y a 10 ans et une autre qui date de 2015, qui est celle de Mohamed Salahuddin.
Donc c'est pas très récent, mais en même temps l'actualité, on va dire, sur les effets anticholinergiques et sur les échelles anticholinergiques est pas non plus monstrueuse. Mais les 3 qui existent et qui sont le plus utilisés parmi ces échelles, c'est l'échelle ADS, l'échelle ARS et l'échelle ACB. Alors ces 3 échelles, elles sont souvent présentées dans la littérature par le nom de leurs auteurs. Donc l'ADS, c'est l'échelle de Carnahan, l'échelle ARS, c'est celle de Rudolph, et celle d'ACB, c'est celle de Boustany. Mais vous voyez que ces 3 échelles, finalement, datent d'une vingtaine ou d'une quinzaine d'années. Donc elles sont pas extrêmement récentes. Elles font de temps en temps l'objet d'une mise à jour. Donc il faut s'assurer quand on utilise une échelle qu'on utilise bien la dernière mise à jour disponible, si tant est qu'il y en ait une. Le petit problème qu'on a avec ces échelles, c'est que, je ne l'ai pas précisé avant, mais ce sont 3 échelles qui sont issues du monde anglo-saxon, essentiellement des échelles américaines, ce qui n'est pas un problème en soi, mais simplement il faut savoir que quand on les utilise, on n'a pas forcément répertorié l'ensemble des spécialités qu'on a en France. Donc l'idée a été de développer une échelle française, adaptée notamment pour la gérontopsychiatrie, pas que pour ça, mais en partie pour ça. On avait fait une version initiale, donc en 2017, qui a été publiée dans Thérapie et qui répertoriait 128 médicaments. Elle s'est appelée échelle d'imprégnation anticholinergique. Et on a fait une V2 qui a été publiée en 2022 dans l'encéphale qui répertoriait cette fois-ci 190 médicaments. Avec la particularité de cette V2, c'est qu'on a intégré en fait une cotation pour dire si les médicaments ont tendance à passer ou pas la barrière hémato-encéphalique. En réalité, c'est jamais aussi tranché que cela, mais on a essayé de coter sur un mode 0 ou 1 pour essayer de clarifier un peu les choses. Alors, la démarche, quelle est-elle ? On a un constat sur l'existant, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 échelles américaines qui sont les plus utilisées au niveau international, avec les spécialités anglo-saxonnes. Donc une première limite, on a quelques traitements francophones. On a à peu près donc, une dizaine ou une vingtaine qui ne sont pas répertoriés du tout et qui vont avoir des effets anticholinergiques, ce qui peut être embêtant pour faire une bonne cotation des choses. Et puis elles sont essentiellement validées en population gériatrique. C'est pas une limite dramatique en soi, mais ça peut être intéressant d'avoir quand même une validation un peu plus vaste que seulement sous le prisme gériatrique, on va y revenir. Globalement, on avait la volonté de faire une échelle adaptée pour la psychiatrie et pour la gérontopsychiatrie, avec les spécialités françaises, parce que certaines sont très franco-françaises dans leur usage et ne se retrouvent pas dans les autres échelles, et en partant des effets indésirables périphériques. Je vais expliquer maintenant pourquoi. En fait, en psychiatrie, d'une part, on sait qu'on n'a pas que les sujets âgés qui sont touchés par les effets anticholinergiques. On peut avoir, on le sait, nous, des sujets jeunes qui vont avoir 3 ou 4 neuroleptiques parfois, qui vont avoir notamment par exemple, de la clozapine ou de l'olanzapine, qui sont des traitements assez impactants sur le versant des effets anticholinergiques. Et régulièrement, nos traitements d'adjonction, par exemple le tertian ou la loxapine, vont avoir un impact anticholinergique aussi. Donc on sait que par leur association, y compris un sujet de 20 ans ou 30 ans, peut être sensible à ces effets anticholinergiques. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir les spécialités françaises. On sait qu'on en a un certain nombre, le lepticure et le tertian, qui sont quasi que françaises. Le lepticure, c'est le cas, le tertian, il est un tout petit peu diffusé au niveau international, c'est le cas avec le Portugal, mais très peu de diffusion à l'international. Donc, ce qui fait que les échelles de cotation des effets anticholinergiques ne vont pas les répertorier, alors même que ce sont des spécialités avec un fort effet anticholinergique. Et puis, l'autre chose, c'est les effets indésirables périphériques. L'essentiel des échelles, en fait la totalité, sont développées avec une évaluation de l'impact cognitif chez les personnes, notamment en gériatrie. Mais on sait que c'est pas sans poser souci, puisque nous, si on essaye d'évaluer l'impact cognitif en population de santé mentale, on va avoir des facteurs confondants potentiels. Effectivement, je peux avoir une dépression, avoir un trouble bipolaire, une schizophrénie, et avoir des troubles cognitifs qui ne soient pas liés aux effets anticholinergiques, mais à la pathologie psychique elle-même. Autrement dit, le facteur confondant peut être important et venir complètement biaiser la lecture qu'on pourrait faire des résultats. Donc nous, ce qu'on a réalisé, c'est une évaluation indirecte des effets anticholinergiques en faisant une évaluation des prescriptions de traitements correcteurs de ces effets qui étaient réalisés. Donc on a regardé les traitements de la constipation, les traitements de l'axérostomie et les traitements de l'axérophthalmie. Et en fait, ça a conduit donc au premier papier qui avait été publié en 2017 avec cette liste de 128 médicaments, un peu plus de 7000 patients qui avaient été inclus dans l'étude et réalisé sur 34 établissements français. L'intérêt de cette étude, c'est qu'elle nous a permis de montrer la chose suivante, c'est que lorsqu'on avait un score d'imprégnation anticholinergique qui était supérieur à 5, on se retrouvait avec des prescriptions significativement plus élevées, de prescriptions de traitements correcteurs de la constipation et de la sécheresse buccale. Et ce que vous voyez, c'est quand même intéressant, je vous l'ai remis sur un petit tableau, on a étudié donc la proportion de prescriptions, qu'on voit que dans la psychiatrie française, les 2 traitements les plus prescrits et présentant des effets anticholinergiques, c'est le tertian et c'est le lepticure. Autrement dit, si on utilise une échelle, par exemple celle de Boustany, pour connecter les effets anticholinergiques en France, pour la psychiatrie notamment, on va retrouver, en fait, on va manquer les 2 traitements qui sont les plus prescrits dans la psychiatrie française et qui, par ailleurs, sont des traitements qui ont des effets anticholinergiques forts, donc on risque de sous-estimer considérablement la charge anticholinergique attribuée à un patient.
Alors ça, c'est juste pour vous montrer, je rentre pas dans le détail parce que ce serait un peu fastidieux de tout présenter, on va dire, en termes de la liste, enfin de la lister complètement, on va dire. Donc, mais c'est juste pour vous montrer des petits points de repère. Les antidépresseurs, donc vous voyez par exemple représentés en surligné vert, les antidépresseurs avec des effets anticholinergiques forts, c'est les tricycliques, c'est sans surprise. Mais vous voyez que par exemple, parmi les ISRS, en jaune, vous avez essentiellement des substances avec un effet faible, mais vous en avez un qui a des effets modérés, c'est la paroxétine. Raison pour laquelle, par exemple, si j'ai un sujet qui a déjà des tendances à la constipation ou qui va présenter des troubles cognitifs, la paroxétine, pour cette raison-là, ne sera pas indiquée. Si on regarde rapidement les antipsychotiques, vous voyez qu'on a nos substances, on va dire, assez connues pour avoir des effets anticholinergiques, la clozapine, le largactyle, le tertian. D'autres qui vont avoir des effets un peu plus modérés, c'est le cas de l'olanzapine ou de la kétiapine, et à contrario, d'autres qui vont avoir des effets faibles, qui seront parfois entre faibles et nuls, hein, donc l'allopéridol, l'aldol, la paliperidone ou la risperidone. Alors, qu'est-ce qui est à venir maintenant? Bon, pour l'actuel, c'est la V2 de 2022, donc qui est proposée par l'Encéphale, avec 190 références encore une fois, les informations sur le passage de la BHE, et puis une V3 qui est prévue pour 2024, qui va en fait intégrer un nombre augmenté de médicaments, à peu près 325. Et le but, c'est de réaliser une V4 dans les années à venir. J'ai mis 2025 à titre indicatif, on verra à quelle échéance on peut sortir cette nouvelle échelle. Mais l'objectif, c'est d'intégrer une intégration de la posologie dans la cotation des effets anticholinergiques. On sait que c'est quelque chose d'important, parce qu'en réalité, les effets anticholinergiques sont très dose dépendants. Donc on sait très bien qu'en faisant des cotations, en se basant uniquement sur la puissance individuelle des molécules, on loupe quelque chose. Effectivement, je vais avoir des effets anticholinergiques plus forts quand j'ai 30 mg de lepticure que si j'ai 10 mg de lepticure. Donc c'est important d'intégrer cette pondération. À l'heure actuelle, une seule échelle au niveau international permet de faire cette cotation avec une pondération sur la posologie. C'est l'échelle Marante qui a été proposée en 2017, qui est issue de travaux d'équipes essentiellement belges et néerlandaises qui ont proposé ce travail. Mais il y a deux petites limites. La première, c'est qu'effectivement, donc c'est une échelle qui n'est pas française, donc ça n'intègre pas tous les médicaments cotés, donc en fait, on va dire par une échelle française comme la nôtre. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on pense que le modèle mathématique peut être amélioré par rapport à ce qui a été proposé. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement avec une échelle de mathématiciens à Ivry pour tenter en fait avec des données issues de big data à partir des logiciels de prescription de pouvoir faire justement l'échelle la plus pertinente possible en intégrant les données de prescription avec une donnée de puissance et une pondération par la posologie qui soit optimisée pour la pratique française. Alors la synthèse sur les effets anticholinergiques qu'on peut décliner ici, c'est-à-dire qu'on a bien sûr, je l'ai présenté et puis Samuel en a parlé aussi avant, un axe majeur d'effets indésirables qui est à prendre en considération. On manque d'outils adaptés, notamment d'échelle française mise à jour, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire actuellement. Et puis le score d'imprégnation anticholinergique, on essaye d'en faire un outil en devenir avec de poursuivre en fait les intégrations de pondération par la puissance, mais aussi en donnant des informations sur le passage de la barrière hémato-encéphalique, de faire une pondération de la puissance de l'effet par la posologie, c'est ce que j'évoquais avant avec la tentative de trouver le meilleur modèle mathématique permettant de prédire les choses. Et l'objectif final, il peut paraître assez intuitif. Pour l'instant, ce à quoi on a affaire, si vous vous appuyez sur la publication de l'encéphale ou de thérapie, c'est un support papier. Donc c'est extrêmement fastidieux d'aller regarder potentiellement pour une prescription donnée. Ça peut convenir, mais pour un ensemble de prescriptions qu'on va manier dans le quotidien, ça devient très compliqué d'évaluer la charge anticholinergique. Bon, à titre indicatif, ça peut se concevoir. Mais bien sûr, l'étape ultime par rapport à tout ça, c'est de prévoir une intégration dans les logiciels de prescription directement de cette échelle pour que justement on puisse avoir une bonne évaluation en temps réel de la charge anticholinergique des patients, encore une fois prenant en considération la puissance et d'autre part une pondération par la posologie. Voilà, je vous remercie et j'en ai terminé pour ma présentation. Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup Samuel. Donc c'est la partie de réponse aux différentes questions. On va peut-être continuer avec la présentation d'Hervé. Alors il y a une question où je ne sais pas si on aura forcément la réponse, mais qui elle soulève des points d'intérêt. Quid de ces effets atropiniques sur la constipation et l'impact sur le microbiote? C'est Guillaume qui pose ça comme question. Et en visée alternative, quelle est la place possible des probiotiques et des approches nutritionnelles qu'on peut avoir contrebalançant les éléments? Je suis désolé Antoine, le son n'a pas été très bon, j'ai pas bien entendu la question, désolé.
Non, pas de souci. Guillaume se posait la question de savoir sur l'effet atropinique, l'impact, notamment au niveau périphérique, sur la constipation que ça pourrait avoir sur le microbiote et l'aggravation de la pathologie mentale, sur les complications qu'il peut y avoir. Alors, pas tellement là-dessus, parce que c'est pas ton champ de compétences, mais la possibilité d'utilisation des probiotiques et d'approches nutritionnelles pour contrebalancer cette approche. Oui, non, c'est une question, effectivement. Oui, pardon. Effectivement, il y a une question très, très importante. Alors, il y a peut-être deux petites choses par rapport à ça qu'il faut avoir en tête. La première chose, c'est effectivement sur l'exemple de la constipation, notamment de la constipation opiniâtre, par exemple, qu'on peut retrouver chez les patients, typiquement avec la clozapine. On a vraiment des situations très très compliqué parfois avec des patients extrêmement constipés, c'est de jamais retarder d'une part la mise en place des traitements laxatifs. Alors on sait que ça peut avoir des limites dans certains cas avec une habituation au laxatif, etc. Mais très clairement sur l'exemple par exemple de ces substances très anticholinergiques avec un impact très clair en fait en termes de constipation, les recos vont dans ce sens-là, c'est-à-dire de la mise en place suffisamment précoce des traitements de la constipation, parfois même dans un usage si besoin pour éviter justement le recours systématique et donner une forme d'habituation au laxatif, mais à mettre de manière précoce. Alors c'est important parce que la notion de problématique sur le microbiote et de venir donner potentiellement des approches probiotiques, elle se conçoit d'autant mieux que finalement on arrive à bien réguler ce paramètre de la constipation. C'est-à-dire qu'en fait venir réguler le transit va pas non plus complètement empêcher la dynamique d'utilisation des laxatifs. Alors c'est vrai que dans un certain nombre de cas, on a des informations qui nous montrent que l'utilisation de ces probiotiques viennent réguler des problématiques digestives, que ce soit dans le sens d'ailleurs diarrhée ou constipation. Mais la question que ça peut poser effectivement, et on n'en est pas là à l'heure actuelle, mais la question se pose, c'est de savoir finalement si justement la constipation vient changer la composition du microbiote. Alors, on n'a pas totalement ces réponses-là. Par contre, on a quand même des réponses indirectes. Ils me font le sait nécessairement, mais c'est par exemple, c'est l'impact des antipsychotiques sur la composition du microbiote. C'est-à-dire que la clozapine, l'olanzapine vont venir modifier la composition du microbiote, et c'est quelque chose de très important parce que on sait que ces modifications du microbiote sont potentiellement en lien avec le surpoids. C'est-à-dire en fait, on pourrait se dire qu'on vient modifier la composition des bactéries de la flore intestinale et que ça pourrait avoir ce type de complications ultérieures. Donc on peut espérer aussi un jour trouver finalement des travaux qui nous montrent qu'une approche probiotique au long cours vienne réguler des symptomatologies de type constipation. Et encore une fois, juste une toute petite précision là-dessus, sur ceux qui sont très impactants, qui induisent une constipation très rapide, la mise en place d'un traitement laxatif précoce reste prioritaire. Il y a une autre question qui est très axée sur la clinique, où on évoquait que la clozapine, comme tu l'évoquais, a une très forte charge atropinique, mais parmi les symptômes que l'on peut retrouver sur des fortes charges de clozapine, on a une hypersalivation. La question était pourquoi ? Oui, c'est une question très importante à laquelle on est très sensible dans ma petite équipe. En fait, la problématique, elle se pose à d'autres niveaux, c'est-à-dire qu'en fait, les effets anticholinergiques tels qu'on les décrit, je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est essentiellement des effets de blocage M1. Et en réalité, la problématique qu'on va retrouver dans l'hypersalivation, c'est un équilibre entre l'effet d'antagonisme qu'on va retrouver sur d'autres sous-types de récepteurs, antagonisme des récepteurs M3, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la clozapine est aussi agoniste des récepteurs M4, qu'on va particulièrement retrouver au niveau des glandes salivaires. Et pour ce qu'on en sait, c'est ce déséquilibre entre l'antagonisme M3 et l'agonisme M4 lié à la clozapine qui donnerait cet effet d'hypersalivation. Ce qui est une explication pour laquelle, en fait, alors même que la clozapine est décrite comme plus anticholinergique, par exemple, que l'olanzapine, elle est plus génératrice d'hypersalivation, c'est pas ces effets anticholinergiques tels qu'on les connaît, périphériques au sens large, liés au récepteur M1, mais c'est lié à ce déséquilibre M3, M4 au niveau des glandes salivaires. Il y a une autre question, effectivement, qui soulève une interrogation, c'est que les traitements anticholinergiques ont une variabilité au niveau cardiaque, au niveau de la fréquence cardiaque, tu l'as montré. Et un des participants se posait la question si on avait réfléchi à l'évaluation de la charge anticholinergique en utilisant l'évaluation de la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors, comme ça, là, spontanément, j'ai pas les études en tête. Par contre, de manière un peu globale sur ces problématiques cardio et effets anticholinergiques, deux petites choses sur lesquelles je peux répondre. La première chose, c'est le côté, ces effets anticholinergiques au niveau cardio sont d'autant plus importants que le sujet est âgé. C'est-à-dire que globalement, on aurait une forme de tolérance au niveau cardiaque
Donc on voit davantage finalement chez le sujet jeune, et plus la personne est âgée, plus l'impact, on va dire, anticholinergique au niveau cardio va se manifester. Autre petite chose quand même qui est important par rapport à ça, c'est que ces effets de temps en temps peuvent être aussi des effets initiaux qui ont tendance à s'estomper avec le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir des effets, ce qu'on voit quand même globalement avec les antipsychotiques, avec un certain nombre de traitements avec des effets anticholinergiques forts, on peut avoir une déstabilisation initiale sur le rythme cardiaque qui n'a pas tendance à persister. Après, il ne faut pas non plus être trop laxiste ou naïf par rapport à tout ça. L'exemple de la closa, on peut avoir les tachycardies, notamment les tachycardies de repos, qui sont un signe annonciateur, avant-coureur de ce qu'on peut observer avec les myocardites, qui sont une source de contre-indication de la closa. Donc voilà un petit peu les éléments clés qu'on peut donner finalement sur le versant anticholinergique et puis versant cardio. Après, sélectivement et spécifiquement sur la question qui a été posée, il faudra rechercher dans la littérature parce que je n'ai pas cette information spécifique. Super. Juste, alors, il y avait une question qui déborde le séminaire d'aujourd'hui, mais qui peut intéresser un certain nombre, c'est as-tu des échelles validées chez l'enfant, ou du moins des échelles qui peuvent être utilisées chez l'enfant par rapport à ces effets atropiniques? Alors, sélectivement, chez l'enfant, il n'y en a pas. Mais ce que l'on sait, c'est que, pour connaître l'ensemble des échelles anticholinergiques proposées à l'heure actuelle, ceci étant, nous, quand on a fait notre propre échelle, celle qui a été validée en 2017, on n'avait pas exclu les populations pédiatriques, ce qui fait qu'on a une petite population d'enfants avec laquelle l'échelle a été validée finalement. Donc ce qu'on a tendance à montrer, ça rejoint un tout petit peu ce que je disais avant, c'est que globalement, les effets anticholinergiques mettent plus de temps à se manifester chez l'enfant et chez l'adulte. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, en termes de déshydratation, en termes d'impact cardiologique, on voit les choses se mettre en place plus tardivement. Pareil pour notamment la sécheresse au niveau lacrymal. Par contre, il y a des effets qui sont très clairs chez les enfants et qu'on voit de manière assez précoce, c'est la constipation. La constipation, les enfants mis par exemple sous tertian, voilà, c'est les traitements qu'on va parfois utiliser dans les problématiques de comportement, y compris chez les plus jeunes, peuvent être tout à fait impactants sur le transit, y compris chez les enfants. Donc, pour résumer, l'échelle peut être utilisée aussi pour l'enfant. Super. Merci beaucoup. Alors, Samuel a été très performant. Il a répondu aux questions dans le chat. Alors, tout le monde peut-être n'a pas vu. Il y avait une question quand même qui était très intéressante sur l'intérêt et qu'est-ce que Samuel pensait de l'utilisation des formes retard, Risperdal Constable, Infant Xiprion, etc., dans les EHPAD, parce que la participante notait qu'il y avait un certain nombre de patients qui présentaient ça. Peut-être je te laisse refaire la réponse à l'oral, Samuel, parce que je pense qu'elle peut intéresser le plus grand. Oui, c'est une question qui revient souvent. Je pense qu'il faut distinguer deux situations. La situation où on aurait un patient qui a une maladie mentale sévère chronique déjà connue de type schizophrénie et qui bien sûr a besoin de son traitement au long cours. Et là, les traitements injectables retard peuvent être très intéressants sur l'observance, bien sûr à des posologies raisonnables et après avoir testé la tolérance Péros avant de se lancer sur la forme injectable un minimum, mais disons que là, on peut avoir un gain, y compris chez la personne âgée, un gain qu'on observe aussi chez les sujets plus jeunes, mais il ne faut pas se l'interdire chez les sujets âgés, pareil pour des troubles bipolaires, etc. En revanche, sur les maladies neurodégénératives, la littérature est quand même moins favorable, avec un niveau de preuve qui est plus faible, des risques et évidemment sur la tolérance qui sont pas les mêmes, et on sait que l'utilisation des antipsychotiques de toute façon est temporaire dans les maladies neurodégénératives, j'ai dit tout à l'heure, avec des prescriptions tous les 2-3 mois, sachant qu'il y a 50% des patients chez qui on déprescrit au bout de 3 mois sur une crise de persécution ou d'agitation, qui ne vont pas représenter de symptômes psychocomportementaux. Donc là, le traitement retard a peut-être moins de sens, et en tout cas, il est beaucoup moins validé, et donc à ce stade, pas conseillé. Bien sûr, et après, il y a des questions qui sont parfois très problématiques sur le terrain, et donc ça peut se discuter, mais c'est pas évident. Il y avait une autre question qui était, alors, la réponse était plus brève sur le sujet âgé avec une insuffisance rénale chronique dans la dépression.
qu'est-ce qu'on utilise en priorité? Tu avais répondu mirtazapine, sertraline, à posologie raisonnable. Bon, Moi, j'ai une question. un Ouais, peu vas-y. court, mais l'idée c'est de se dire bon, ouais, je peux utiliser les autres antidépresseurs évidemment. Puis c'est vrai qu'on n'a pas parlé de vortioxétine qui a un bon profil de tolérance quand même au niveau cognitif et tout, mais les autres traitements, je dirais, on peut les utiliser, mais si la clairance est inférieure à 40 ml par minute, il va falloir diviser la dose par 2 par exemple. Donc on peut se permettre des choses, mais il faut tenir compte de ces chiffres de clairance de la créatinine selon Cocroft préférentiellement pour guider la prescription. Et moi, une question, pour revenir un peu à ta présentation, quelqu'un qui a 75 ans, 80 ans, un épisode dépressif caractérisé mélancoliforme, peut-être pas une pathologie neurodégénérative avancée, mais au moins un MCI, est-ce que tu utilises des tricycliques ou pas? Alors Ou qu'est-ce que tu fais si tu n'utilises pas des tricycliques? c'est vrai que j'évite autant que se faire les tricycliques et donc on va plutôt être sur la venlafaxine à bonne dose par exemple hein, ou autre. Il n'y a pas que ce traitement. En tout cas, un IRSNA par exemple, plus un antagoniste alpha-2 type mirtazapine en supplément si besoin, mais il y a aussi des techniques de stimulation cérébrale qu'il ne faut pas méconnaître, comme le CT évidemment. Et puis, il y a bien sûr la potentialisation lithium ou aripiprazole dans les dépressions sévères, difficiles à traiter, qui peuvent être des fois intéressantes également. Donc, on va naviguer avec ces options-là. Après, ça arrive, oui, que des patients s'améliorent sous tricyclique, mais on va utiliser l'échelle d'Hervé pour calculer la charge anticholinergique. Et en reprenant l'échelle d'Hervé, alors parce que je pense que tu as plus de patients sujets âgés que moi, sur le protiadème a moins d'effets atropiniques, du moins ça ressort moins. Est-ce que toi sur le terrain tu retrouves une différence entre le protiadème et d'autres tricycliques, tétracycliques ou pas du tout? La deusoleptine ou pas forcément? Pas forcément. En fait, ce que j'ai posé, j'ai dit Hervé, mais c'est la question était à Samuel, pardon. Ah, pardon. Vas-y, tu peux. Je disais que quand on regardait quand l'échelle sur les effets anticholinergiques, sur la nouvelle version, sur le papier de l'encéphale, on retrouvait que la dosulépine, le protiadème, avait une charge atropinique qui était un peu moindre, qui restait élevée, mais qui était un peu moindre que d'autres tricycliques ou tétracycliques. Et je me posais la question sur ta pratique de tous les jours. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait moins d'effets de confusion, notamment centrale, ou pas forcément Pour être honnête, j'ai mes habitudes comme tout le monde et j'utilise assez peu le protiadène, mais c'est peut-être un tort au vu de ces informations-là. Donc je vais pas faire une réponse magnifique. Je vais dire que j'utilise plutôt la clomipramine dans la dépression résistante. Après, il y a la question de la mitriptyline dans les douleurs qu'on peut utiliser jusqu'à 50 mg. Et là, c'est une indication un peu différente de tricyclique où on peut s'autoriser des choses. La clomipramine, j'aime bien faire du monitoring plasmatique, évidemment, pour voir si on a une marge de manœuvre ou pas sur la toxicité. Mais peut-être que le protiadème, je devrais l'utiliser un petit peu plus. Peut-être qu'Hervé pourra, je dirais, me faire progresser sur ce point. Après, juste pour préciser ça sur le protiadène, je pense que pour vous déculpabiliser tous les deux d'un coup, il y a quand même très peu de gens qui le prescrivent, hein, donc ça devient vraiment une niche. Bon. Après, la question que ça pose à chaque fois derrière, c'est d'une part l'efficacité des tricycliques, parce que la dosulépine n'est clairement pas le tricyclique le mieux évalué. Donc en général, quand on va vers les tricycliques chez le sujet âgé, c'est parce qu'il y a vraiment une indication forte à le poser, et même si on se dit voilà, il y a besoin de sortir quelqu'un d'un épisode dépressif résistant, d'une forme mélancolique ou autre. Bon, voilà, donc on va aller vers cette substance-là, mais on peut s'autoriser à repasser vers les ISRS ultérieurement s'il y a des problématiques cognitives. Donc voilà, il n'y a pas forcément à mettre en avant le protiadène à ce point-là. La deuxième chose quand même aussi, c'est qu'il faut avoir en tête que sur ces échelles, c'est pas toujours totalement consensuel en fonction des échelles, hein, c'est-à-dire qu'il y a des petites variations, et là on est quand même sur une variation entre du 3 et du 2, ce qui veut dire qu'on est entre du fort et du modéré, donc de toute façon on a un impact anticholinergique, on va dire. Et donc ce qui compte le plus finalement, c'est en termes de rapport bénéfice-risque,
est-ce que l'antidépresseur permet d'obtenir la rémission ou pas? Pour resituer par rapport à ça, vous avez vu, même dans les derniers résultats de la méta-analyse de Cipriani sur la dépression, ce qui apparaît, ceux qui sont classés, c'est la mitriptyline et la clomipramine. La dozulépine ne fait pas partie des traitements qui ont suffisamment d'essais cliniques pour qu'on puisse vraiment bien la connaître, et bien la connaître en particulier chez le sujet âgé. Et alors, dans la continuité de cette question-là, ce que tu as évoqué le CT, on déborde de la partie psychopharmaco, mais ça fera le lien avec un prochain webinaire. La place de la RTMS et la Deep TMS chez le sujet âgé dans la dépression. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que la RTMS, d'une manière générale, peut être intéressante dans cette population pour son beau profil de tolérance, de sécurité d'emploi, on va dire, avec moins d'effets indésirables systémiques potentiellement, avec toujours quand même les mêmes contre-indications que l'IRM, éviter bien sûr les pacemakers, les implants cochléaires, les épilepsies, ce genre de choses. Mais en dehors de ça, c'est vrai que le profil de tolérance est bon. Néanmoins, ça n'équivaut pas à l'ECT, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des profils de dépression avec échec de 1 à 3 antidépresseurs, sur des formes modérées avec une MADRS, par exemple, entre 20 et 35, sans symptômes psychotiques, sans idées suicidaires marquées. Et donc, on est sur un profil de dépression plutôt modéré. Mais ça, quelqu'un qui a un bilan hépatique perturbé, un QT long, des problèmes rénaux qui rendent certaines prescriptions rédhibitoires, ça peut être une alternative intéressante en cas de dépression, on va dire modérément résistante, même si certains patients répondent avec plus de résistance, mais quand on est au-delà de 4 ou 5 essais thérapeutiques, le CT est quand même, au niveau statistique, quand même beaucoup plus probant. Et puis en cas de forme sévère mélancolique, et notamment les symptômes psychotiques, le CT est très efficace et même a un rôle pronostic sur ces formes que les symptômes psychotiques à plus long terme. Donc ne pas hésiter à proposer le CT plus tôt sur ces formes-là et plus vite. Voilà. Super, une toute dernière question et après on va conclure parce que l'heure tourne. Un des participants évoquait la place de la eskétamine, la tolérance chez la personne âgée. Quel est ton point de vue, ton retour? Brièvement parce qu'on dépasse l'horaire. Oui, alors il faut consolider les données sur le terrain, d'expérience clinique et faire remonter les choses. Mais il y a des patients qui peuvent répondre. Il faut être très rigoureux sur les effets indésirables, notamment les risques d'hypertension, de cardiopathie, etc. Il y a des séries de cas de collègues, etc., qui montrent que des patients, même à 80, 85, peuvent répondre. Bien sûr, je pense qu'il faut commencer sur des posologies plus faibles et bien s'assurer du terrain, mais on peut avoir une efficacité, parfois une alternative à l'ECT, pourquoi pas. Si les données se confirment dans ce sens-là, ce serait intéressant parce que il y a une tolérance cognitive qui est bonne de la eskétamine, hormis les symptômes dissociatifs psychomimétiques sociaux, la tolérance cognitive, sinon, est réputée bonne pour ces traitements. Merci beaucoup. Alors, on va conclure. Merci beaucoup Hervé et Samuel pour ces deux présentations. Pour répondre à des commentaires qui étaient dans le chat, les présentations sont disponibles en replay sur le site de la FBPN. Et on insiste sur la possibilité de devenir membre sur ce site. Le prochain webinaire de la FBPN est sur l'ECT, justement. Il a lieu dans une dizaine de jours. Donc, pensez à vous inscrire. Et pour la section neuropsychopharmacologie, on vous retrouve l'an prochain pour une autre série de webinaires, et notamment sur les recommandations de la dépression résistante. Encore merci pour votre participation. À bientôt. Merci, au revoir.